Bonjour, bienvenue à l'émission Rencontre. Aujourd'hui, nous poursuivons la rencontre de la semaine dernière avec M. Louis-Philippe Pelletier. Bonjour, M. Louis-Philippe Pelletier. Bonjour, M. Tremblay. Je vous explique un peu. La semaine dernière, on a vu son parcours. M. Pelletier est travailleur social de profession. Il a passé sa vie à faire du travail social sur plusieurs continents. Là, on a vu son parcours de Squatec, en passant par Cabano, par Québec, par Ottawa, un parcours assez intéressant qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, on est à la fin de ses études en travail social à l'Université Laval et premier travail en Abitibi. On va développer le travail social en Abitibi. Oui, alors on m'attendait pour l'ouverture du bureau de Val-d'Or, 1er juin 1960. D'accord, j'étais bébé. Et puis, alors, bien écoutez, il y avait de tout à faire. Hein. On m'a remis 210 dossiers pour commencer. 210 dossiers, oui, ça veut dire 210 personnes ou familles? Oui, ça c'était des cas où est-ce qu'il y avait eu des interventions par le bureau d'Amos, qui était le bureau central, pour des cas qui étaient sur mon territoire. J'avais Val-d'Or, mais aussi 15 places alentours, hein, OK, 15 d'accord, villages alentours. Et puis, mais en fait, il ne faut pas s'en faire avec ça parce que, disons que ces dossiers-là, il y en a quelques-uns vers lesquels je suis retourné pour des informations, mais sinon, non, j'avais des nouveaux cas. Les nouveaux cas. Les 210 étaient déjà pris en charge, avaient déjà été pris en charge. Oui, ça avait déjà été pris en charge, puis ça s'est terminé là pas mal. D'accord. Ouais. Et maintenant, j'en ai ouvert beaucoup d'autres, par contre. Oui. Quand vous parlez de dossier, c'est quel genre de dossier? Bien, disons qu'il y avait quelques problèmes de couple. Il y avait des problèmes de personnes âgées pour lesquelles trouver un endroit où rester. Ça, c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, mais on trouvait finalement un petit peu des familles qui acceptaient des fois. Parce que ça, je ne me rappelle pas d'en avoir placé à l'extérieur de la région. Hein. Ah non, les personnes âgées sont placées dans des familles. Oui. Il n'y avait pas de maison pour les personnes âgées à l'époque? Il n'y avait pas de maison là, pour les personnes âgées, de mémoire, là, non. Ça veut dire que les familles, il fallait qu'ils s'occupent de la personne âgée, même si elle était handicapée plus ou moins sévèrement. Oui. OK. Il y a eu des enfants sont négligés ou dont les parents ne savaient pas s'occuper, qu'il a fallu placer dans d'autres familles. Bon, alors il fallait trouver des familles, disons qu'on appelle ça aujourd'hui des familles d'accueil. On appelait ça des foyers nourriciers. Oui. Okay. Et puis, moi, je trouvais les familles, évaluais les familles là, pour voir s'ils étaient aptes à faire le travail. Je rencontrais les gens qui avaient des problèmes, puis avec tel enfant, ou je plaçais l'enfant dans la famille, je supervisais le placement, je faisais tout, là. C'est un peu trop. Hein? C'est un peu trop. C'est un peu puis trop. Là, vous deviez avoir des cas d'enfants maltraités, des choses comme ça. Il y en avait, c'est ça, oui. Alors, disons qu'on passait souvent, présenter le cas à un juge. Okay. Il y en avait, ça pouvait se passer à Val-d'Or, ça pouvait se passer à Amos aussi, selon les cas. Et qui pouvait décider, oui, on le place. On le retire de sa famille naturelle. De sa famille, oui. Le travail que fait maintenant la DPJ, là. Oui. Exactement. Oui. Pour ce qui est des cas de délinquance, il y avait deux types que j'ai connus, deux gars, là, deux travailleurs sociaux qui se tenaient à Rouen. Ils faisaient ce travail-là. Ça, c'était... la délinquance, c'est eux qui s'en occupaient. Ouais. OK. Mais il y avait des enfants déficients aussi, hein, déficients mentaux, qui fallait placer souvent à Québec, à Montréal. Les institutions étaient là, ils n'étaient pas en Abitibi. Mais on a, grâce à la collaboration d'un couple admirable que j'ai connu à Malartic, qui avait un restaurant assez bien, hein, un restaurant, c'était pas vieux, un beau bâtiment. Alors, il tenait un restaurant. En plus, le monsieur faisait le transport scolaire. Donc, c'est une femme qui était assez maternelle, puis elle avait une fille d'une vingtaine d'années qui étudiait comme infirmière, je pense. Et puis, eux, là, j'allais manger là des fois. Hein. Et puis, ils ont développé ce désir.
je pense qu'il était déjà en eux le désir de s'occuper de ces enfants-là. Ah bon? Et OK. puis, moi, je leur ai fourni les informations. J'obtenais les informations de Québec. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi les normes? Combien ils peuvent s'attendre à recevoir aussi comme dédommagement? Là. Comment on organise ça? Et puis, finalement, ça s'est ouvert. Hein? Ils en gardaient 10-12 enfants. Handicapés? Handicapés, mentaux. Mentaux. Ouais, Ah oui. ouais. Et Bon puis, ils sont très bien occupés. Ils appelaient ça le pavillon, c'est-à-dire la maison Lamy, parce que c'était monsieur et madame Lamy, L-A-M-Y. Oui. Oui, oui, oui. Un beau nom pour s'occuper des autres, comme ça. Oui, oui. Et elle, c'était une Pelletier, mais elle n'était pas parente avec moi. Ah, OK. Et puis, ça a été éventuellement annexé à un autre organisme qui s'est ouvert finalement à Amos. Et puis ça, on l'appelait ça maintenant le pavillon Lamy, mais ça continuait de fonctionner. Alors, j'étais content d'avoir pu aider à mettre cette ressource communautaire en place pour arrêter de placer des enfants À Montréal, ben oui. à Montréal et à Québec. Est-ce que vous diriez qu'à cette époque-là, l'Abitibi, c'était, j'allais dire, sous-développé? C'était il y avait beaucoup de besoins, là, il y avait beaucoup de besoins. Disons que des braves gens qui faisaient bien leur possible, mais vous savez, c'était pas des terres agricoles très prospères, toutes des petites affaires, là. Les gens pouvaient vivre, mais très modestement. C'est ça. Et il y avait des problèmes, hein. Il y en avait toutes les sortes. Je me rappelle j'ai connu deux Polonais d'origine, disons, Jakubowski et Palikowski. Je me rappelle du nom, parce que c'est des noms difficiles à apprendre, c'est les noms qu'on retient le plus. Oui, une fois qu'on les a retenus, on les a retenus. C'est ça. Alors, disons que c'est des gens qui avaient travaillé à la mine, mais ils avaient eu des accidents, non déclarés. Donc, on dit, va-t'en chez vous, on va te payer pareil, 2-3 jours, c'est ça. Mais il n'y a pas de rapport de fait, hein? Ah bon? Et puis, s'il y a une récidive, un aggravement un peu plus tard, bon, c'est quoi ça? Il n'y a pas de compensation. Hein. On ne fera pas le lien avec la mine, c'est autre chose, c'est ça? Ouais. C'est ça, oui. Alors, ah oui, d'accord. Il n'y avait pas vraiment de filet social. Il y avait quelques cas comme ça. Je ne dis pas que c'était toujours comme ça, hein, mais il y avait quelques cas comme ça. Et, alors, au début, disons que je m'occupais aussi de l'aide financière, parce qu'il y avait l'aide financière à domicile. C'était le début de l'aide sociale. OK. Oui. Et on appelait ça l'aide financière à domicile, parce qu'avant ça, il y avait seulement ce qu'on appelait l'assistance publique. L'assistance publique, ça, c'était donné à des gens qui étaient hospitalisés puis qui n'avaient pas les moyens de payer. Alors, la municipalité remplissait une carte, là. Et puis, il disait, oui, ces gens-là, ils n'ont pas les moyens de payer. Alors, la municipalité payait un 15-20 je ne sais pas. Hein. La municipalité, Ouais, eh bien, c'est drôle. De la facture. Mais c'était surtout qu'ils étaient caution que c'était vraiment des gens qui avaient besoin. Oui. OK. Ça fait qu'avec ça, ils pouvaient être hospitalisés. Et puis, c'est le gouvernement qui payait le reste. Mais c'était ça, l'assistance publique. Mais il n'y avait pas d'assistance publique à domicile. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, là, et puis vous avez des besoins. Non, vous faites quelque chose pour vous débrouiller, mais il n'y avait pas... Si vous n'avez pas de revenus, il faut que vous en trouviez un. Vous n'avez pas le choix. C'est ça. Mais, OK. alors, c'était les débuts là, de l'assistance publique à domicile, qui est devenue l'aide sociale, qui maintenant on appelle la sécurité du revenu, je pense. Bon. Et alors ça, je m'en occupais. Pour Val-d'Or, heureusement, il y avait la femme du maire qui s'occupait d'un petit centre, il s'occupait de cet aspect-là, l'aspect financier. Il ne donnait pas les services sociaux, là, les affaires de relations de couple, de difficultés avec des enfants, puis etc. Là. Ça, c'était vous, ça, qui vous occupiez de ça? Mais il s'occupait pour Val-d'Or de l'aide financière. OK. Donc, c'est de l'aide financière qui venait du gouvernement qu'il gérait, là. Oui, qu'il gérait, oui. OK. Oui. Mais j'avais tout le reste, hein, et j'avais, comme je vous dis, 15 places alentour. Hein. Ben oui. 15 municipalités alentour. Alors, j'ai, au bout de, je sais pas, je pense que c'est 6 mois, j'ai réussi à avoir l'aide de quelqu'un pour l'aide financière, pour s'occuper de cet aspect-là. J'ai eu un jeune homme là, qui a bien fait ça. Il a bien fait ça. Et puis, on est devenus des amis. Hein, et puis, au bout d'un an, j'ai eu aussi une autre personne. C'était évident qu'on avait besoin de plus de monde, hein, de plus de personnel, parce que quand j'ai commencé, il y avait une secrétaire, et puis moi. Bon, c'est tout.
Pour les 15 municipalités. Ouais, d'accord. Ouais. Et c'est une jeune secrétaire. Son père est venu faire un tour au bureau pas longtemps après que j'étais arrivé pour voir quel genre de type j'étais, pour voir si j'allais pas m'en prendre à sa fille. Donc, alors, laissez tranquille. Et, elle faisait un bon travail. Et puis, alors, j'ai eu quelqu'un pour m'occuper particulièrement de la question des familles d'accueil, du placement des enfants, familles d'accueil, tout ça. Disons que c'était une technicienne formée à Trois-Rivières. Il y avait une école là, qui formait des techniciennes en travail social à Trois-Rivières à l'époque. Et puis, alors, elle a très bien fait ça. Alors, je gardais un droit de supervision, là, parce que de toute façon, elle était neuve, je dirais, elle était jeune, neuve dans le métier. Ah oui. Là, vous étiez rendu 4, la secrétaire, celui qui s'occupe des finances, celle qui s'occupe du placement des enfants et vous, là. Oui. Ça fait que, on a eu, pendant l'été suivant, Raymond Bégin, ça vous dit probablement rien, hein, mais disons qu'il a été, c'était un autre travailleur social, il était en formation, il lui restait 1 an à faire, mais on l'a pris comme travail d'été. Mais lui, il était de l'Abitibi, hein. Il venait de l'Abitibi. Et éventuellement, il a été... Il m'a remplacé quand je suis parti, parce qu'on n'a pas encore dit que j'allais partir, mais... Non, ça sent bien, ça sent bien. Alors, il a pris le poste à plein temps, parce que là, il venait de finir ses études. Mais c'est parce que je parlais de ce Raymond Bégin, c'est parce que il a été éventuellement chef du protocole au gouvernement du Québec. Ah, OK. Un poste important. Oui, un poste important. Et puis, je mangeais avec lui à la salle à manger là, des députés là, à l'Assemblée nationale. Là. La journée où est-ce que on achevait de manger, quelqu'un est venu voir Raymond pour lui dire un secret. Ouais. Ben là, c'est René Lévesque venait de décéder. Ah, OK, vous étiez là à ce moment-là. Oui, fait que disons qu'il l'a laissé, évidemment, puis il est allé... Là, il avait beaucoup de travail qui l'attendait. Hein? Ouais. Revenons en Abitibi. Oui, revenons en Abitibi. Comment vous avez quitté l'Abitibi? Eh bien, écoutez, disons que j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur une analyse de 14 campagnes de la Fédération des œuvres du diocèse de Québec. La Fédération des œuvres, c'était l'ancêtre de Centraide. Et puis, on avait besoin à Rimouski de quelqu'un pour prendre le poste de directeur du Conseil des œuvres du diocèse de Rimouski, et ce qui incluait aussi une campagne de souscription pour les œuvres du diocèse. Ça fait que, je me suis dit, c'est plus mon coin de pays. Si je ne veux pas trop m'incruster en Abitibi, qui est loin, hein, quand on... C'est loin de Kakuna, pas mal. Loin de Kakuna, et puis même de Québec. C'était 12 heures, hein. C'était 12 heures de route, là, aller à Québec en voiture. C'était pas les routes d'aujourd'hui non plus, là. Il n'y avait pas la 40, là. Non, c'est ça. Ni la 20, d'ailleurs. Et puis, alors là, j'ai pris ce poste à Rimouski. Que j'ai bien aimé aussi. Et après 2 ans, à Rimouski même, là, on m'a offert un autre poste parce qu'on était en train de créer un nouveau service qui s'appelait le Centre psychosocial de Rimouski. Et puis, on voulait m'avoir comme directeur général, ce que j'ai accepté de faire. Le Centre psychosocial. Oui, psychosocial. Donc, on s'occupait d'aider les gens qui avaient un problème, pas nécessairement de maladie mentale, mais un problème de personnalité, qui avaient besoin de consulter en psychologie, en travail social aussi. Et puis, on offrait aussi le service d'orientation professionnelle, parce que c'était le seul qu'il y avait dans le coin, là. C'était nouveau, ça aussi, là. Ça fait qu'on avait un conseiller d'orientation. Et puis, on avait des psychotechniciens aussi, qui faisaient passer des examens, c'est-à-dire pour voir le degré d'intelligence, le niveau d'intelligence, le QI, là, le quotient intellectuel. Et puis, les aptitudes, des tests d'aptitude, des tests de préférence, qu'est-ce qu'on aime faire. Enfin, oui. Alors,
d'orientation professionnelle. D'accord. Et là, on parle de quelle année? Ce qui était utile. Alors, disons que ça, alors là, c'était 64, à partir de 64. Moi, j'étais à Rimouski en 62, puis là, on est rendu en 64. OK. Et puis, j'ai fait ça jusqu'en 68, parce que, je m'occupais aussi, parallèlement à ça, de l'Association canadienne pour la santé mentale. Il y a un lien, là. Parce qu'on a mis sur pied une filiale là, de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et on faisait aussi la campagne annuelle du cadeau pour le patient mental oublié. Pour le patient mental oublié. Oui, parce qu'il y avait aussi à Montjoly, qui était autrefois un hôpital pour la tuberculose, est devenu un hôpital psychiatrique, Montjoly. Et puis, il y avait quand même un certain nombre de patients là. Et puis, alors, notre présidente, pendant plusieurs années, pour organiser cette campagne pour le patient mental oublié, c'était Mme Paul Piché. C'était la mère de Robert Piché, le pilote là, qui a fait parler de lui. Ah oui, d'accord. Oui, on se rappelle de lui. Oui, oui. Alors, ça marchait très bien. Même que lors d'une distribution, moi, je connaissais pas tous les bénévoles ne me connaissaient pas non plus. C'est-à-dire que lors d'une distribution, une personne m'a apporté à moi un cadeau, comme patient mental oublié. On a bien rigolé. Peut-être que... Elle avait une perception que moi, je n'avais pas. et puis, donc, à Rimouski, disons que c'était ce travail au centre psychosocial, comme il y en avait aussi d'autres centres psychosociaux dans la province, puis il y avait l'Institut psychosocial, je pense qu'à Trois-Rivières, ça s'appelait comme ça. À Québec, c'était le centre médico-social pour enfants. Là, c'était plus limité pour les enfants. Nous, c'était enfants, adolescents, adultes, c'était comme ça. Okay. Et puis là, il est arrivé, à un moment donné, un de mes amis qui me dit « Hey, as-tu vu ça dans le journal? On demande des enseignants en service social en Tunisie. » En Tunisie? Oh. J'ai dit non, j'ai pas vu ça, montre-moi donc ça. J'ai dit, toi, là, peut-être tu bougeras pas, mais moi, ça pourrait arriver, hein, que... OK, ça vous attirait? Ça m'attirait. Parce que là, la question du tiers-monde et puis l'aide au développement, peut-être ça avait été mis en veilleuse un peu dans moi, là, pendant quelques années, là. Parce que j'avais tellement autre chose à faire. On se rappelle, dans la première émission, vous aviez parlé que vous vouliez devenir père missionnaire, c'est ça? Oui, et puis, alors là, c'est revenu là, comme appel, là, disant que, aller enseigner en Tunisie, moi, ça m'intéresse. Je vais vous dire que quand on part pour la première fois comme ça, pour aller prendre un travail au loin, il y a peut-être un peu l'esprit d'aventure aussi. Là. Oui, je comprends ça. Mais c'est parce que je suis retourné 2 fois aussi, 2 fois pour d'autres choses. Là, je pense que c'était moins l'esprit d'aventure. Je savais dans quoi je m'embarquais, mais je suis allé quand même. Donc, alors là, en n'anticipant pas, je suis allé travailler en Tunisie 3 ans enseignant en service social. OK. Et c'est une belle expérience, hein, parce que c'est une ouverture sur le monde aussi, là, et puis naturellement, ça a permis de visiter toute la Tunisie, là. Même, je suis allé à côté, d'un côté, c'est l'Algérie, l'autre côté, c'est le... Il n'y a pas le Maroc aussi? Il y a le Maroc, Algérie, Tunisie... Pas la Libye? La Libye. Oui, merci, j'avais un blanc. Et alors, j'ai pas été longtemps en Libye, mais quand même. Et puis, la Tunisie, visité au complet. L'Algérie, pas mal. On est allé avec des Français jusqu'à Tamanrasset, c'est 2000 km au sud d'Alger. C'était une belle expédition. Et ça vous a appris quoi, l'Algérie, justement? L'Algérie? Excusez-moi, la Tunisie, pardon. La Tunisie? Ouais. Bien, écoutez, une meilleure connaissance là, du monde arabe et musulman. Je suis allé là pour enseigner, mais j'ai l'impression d'avoir tellement appris. Ben oui. On apprenait tous les jours. Alors, on enseignait les matières courantes là, en service social. Et puis, on faisait la supervision dans les services. Parfois, la supervision nous amenait, d'ailleurs, à aller à une certaine distance dans le pays parce qu'il y avait des services qui étaient établis là.
Est-ce que ça a changé votre vision, justement, du monde arabe? J'imagine que oui. Là. Je ne connaissais pas avant. C'est ça. Vous êtes arrivé tout ouvert à ce que c'était? Oui. Ah, et c'était une société assez ouverte, la Tunisie. Hein? Et encore aujourd'hui, malgré ce qui se passe dans le monde musulman, c'est une société qui a une certaine tradition, je dirais, là, démocratique. Peut-être pas à 100 là, mais il y avait déjà une ouverture de ce côté-là. Hein. Et j'espère qu'ils vont pouvoir garder cette ouverture. D'accord. Et après la Tunisie? Bien, après la Tunisie, il a fallu rentrer et puis disons que j'avais refusé un congé sans solde pour pas créer de problème à l'employeur, à Rimouski. Alors, pas créer de problème dans le sens de dire, ça va être peut-être difficile de recruter quelqu'un qui va savoir qu'il va perdre sa place. Au retour. À mon retour. Donc, quand vous êtes revenu, vous n'aviez pas d'emploi? Je n'avais pas d'emploi. Alors, j'ai exploré un peu, puis ça m'a amené à Ottawa. Et à Ottawa, j'allais pour un travail de directeur de l'Association canadienne des travailleurs sociaux. Et le poste était libre à l'Association canadienne des travailleurs sociaux. Mais j'ai parlé avec la personne que je devais rencontrer à ce sujet-là, qui travaillait au ministère des Affaires sociales, ministère du bien-être social, Santé nationale, bien-être social. Et puis, on a parlé d'abord des travailleurs sociaux, de l'Association canadienne des travailleurs sociaux, puis finalement, pour me dire, il y aurait quand même quelque chose ici au ministère pour vous. Et peut-être plus intéressant. Okay. Et puis, alors, j'ai travaillé là au ministère de la Santé nationale, bien-être social, mais avec une orientation particulière pour intégrer les Amérindiens dans une entente de service. Ah. Ouais. Pour intégrer les Amérindiens, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour leur procurer les services directement par le ministère. OK. D'accord. Attendez. Je vais arrêter ça. On continue. Donc, oui, vous avez travaillé pour le ministère. Oui. Mais disons que l'entente qu'on voulait faire, ça n'a pas fonctionné. Disons qu'on m'a transféré aux Affaires indiennes et du Nord. Ça s'appelait comme ça, là. Ah, OK, vous êtes carrément allé aux Affaires indiennes. Okay. Oui. Et puis, disons que, mais en m'occupant des services sociaux. Et ça, c'était pour l'ensemble du pays, avec un regard particulier pour le Québec. OK. On parle des Premières Nations et des Inuits, là, c'est ça? Oui. OK. Et puis, disons que c'était un travail intéressant où j'ai appris beaucoup. Mais disons que là, il y a eu un autre appel du tiers-monde qu'on appelait comme ça, là, enfin, des pays en développement, on appelait sous-développés ou en développement. Et puis, là, c'était pour Haïti. OK. Vous n'avez pas travaillé longtemps avec les peuples du Nord? 2 ans à peu près. 2 ans, OK, d'accord. Puis tout de suite, Haïti. Oui. Et puis, en Haïti, j'allais mettre sur pied un nouveau programme du plan de parrainage, Foster Parents Plan en anglais. Le bureau était à Warwick, le bureau central était à Warwick, Rhode Island. OK. Et puis, il y avait un bureau à Toronto. Mais c'était quoi le plan de parrainage? Le plan de parrainage, c'est pour aider des familles dans des pays en voie de développement, là, des gens qui ont évidemment beaucoup de difficultés, pour les amener à progresser en intervenant au niveau de l'éducation, de la santé, du logement, du travail éventuellement. Par une formule de parrainage? Par une formule de parrainage, parce que disons qu'il y avait des parrains sont dans des pays comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, à l'époque en tout cas. Et puis c'est ça. Alors, ils donnent une somme par mois ce qui permet au programme de fonctionner. OK, je comprends. Ouais. Mais au départ, on avait une subvention, peut-être 50 000 $ du gouvernement canadien. Ce qui faisait qu'on cherchait à recruter au Canada. Sinon, je pense qu'on aurait recruté aux États-Unis.
OK. Parce que le bureau central était à Warwick, là, c'était surtout américain. Comme c'était financé par le Canada, Ouais, on allait ouais. chercher nos parrains au Ouais, Canada. ouais, ouais. Donc, bon, j'ai eu une entrevue à Toronto, et puis l'autre entrevue à New York. OK. Ouais. Et là, c'était la dernière entrevue, là, la grosse entrevue pour décider. Et puis, bon, alors, ça a fonctionné. Et puis, Et là, cet organisme-là, ça venait-tu du clergé aussi? Non, ça, c'était vraiment un organisme laïque. Laïque, oui, laïque. Oui. D'accord. Oui, ça fonctionnait déjà depuis plusieurs années. En fait, ça avait pris naissance au cours de la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, disons que ce serait une longue histoire. Mais c'était... Ça existait comme Donc ça. là, vous êtes arrivé à Port-au-Prince, j'imagine? C'était là votre bureau? Oui, c'est ça, oui, à Port-au-Prince. Et puis, disons qu'on a développé un programme en banlieue de Port-au-Prince, dans une zone particulièrement défavorisée. On avait l'embarras du choix, là. Oui, il y en a plusieurs des zones particulièrement défavorisées, Oui, c'est ça? oui. Et éventuellement, une zone aussi où on a travaillé, c'était dans le sud, à Jacmel. Et puis ensuite à Croix-des-Bouquets. Ah. Et puis un peu plus au nord encore, disons, Cap-Haïtien. Ouais. C'est sûr qu'il ne manquait pas de travail pour votre organisme. Il ne manquait pas de travail, non. Juste une question, est-ce que vous arriviez avec une famille? Est-ce que vous arriviez seul? Oui, ma famille était avec moi. Oui. OK, vous aviez des enfants déjà? Oui, oui. À ce moment-là. Ils étaient tous nés à ce moment-là, oui. Okay. Le plus jeune n'allait pas à l'école, mais les autres, oui. Non, ça a l'air de rien, mais ça complique quand même le déplacement. Oui. Il faut trouver une école pour les enfants, il faut s'occuper de leur sécurité, il faut s'occuper de tout ça, là. Oui. C'est ça. Oui. Alors, mais ça se passait bien. Ça se passait bien. Il nous reste seulement 3 minutes, je constate ça, fait qu'il faut aller rapidement. Vous avez travaillé donc en Haïti pour un organisme de parrainage, puis après Haïti? Après Haïti, bien, je suis rentré au pays, et puis là, il fallait retrouver un travail par ici. Et puis, bon, disons que je suis retourné temporairement aux Affaires indiennes et du Nord, là. OK. Et à Québec. Je ne voulais plus aller à Ottawa, là. Je voulais que ma famille reste au Québec. Et puis, disons qu'à ce moment-là, j'avais fait une démarche auprès du protecteur du citoyen pour travailler là. Mais entre-temps, j'ai été recruté c'est la Commission des accidents du travail qu'on appelait du temps, là, la CSST d'aujourd'hui, ou CNESST. Oui, maintenant, c'est encore plus compliqué. Oui, c'est ça. Alors, disons que j'étais directeur de réadaptation sociale pour le Québec, moins la région de Montréal. OK. Un assez grand territoire. Assez grand, oui, on peut dire ça. Assez grand territoire. Alors, bon, j'avais à peu près 17 employés sous ma supervision, là. Il y en avait quelques-uns à Québec même, et puis les autres dans des bureaux à Sept-Îles, à Rimouski, à Trois-Rivières, à Sherbrooke. Et ils faisaient quoi, ces employés-là, concrètement? Alors, ils s'occupaient de la réadaptation sociale. Réadaptation sociale des accidentés du travail. OK. Oui. Alors, s'ils pouvaient s'occuper d'eux dans les premiers jours d'un accident, au moins dans les premières semaines, bien, ça allait mieux. Parce que pour un gros accident, l'accidenté est porté à prendre une attitude là où est-ce que ça peut être très difficile de l'aider par la suite. À abandonner, quoi, ouais, c'est ça. Ouais. Je m'excuse, en parlant d'abandon, il nous reste 1 minute et 15 secondes. Est-ce que, après ce travail-là, vous avez fait, avant de prendre votre retraite, vous êtes allé ailleurs encore? Bien, disons que pendant que je travaillais au protecteur du citoyen, j'ai pris un congé sans solde pour aller travailler au Cameroun. Au Cameroun, OK. Là encore, vraiment, vous aviez vraiment l'âme d'un missionnaire, vous, là. C'est ça. Et là, on n'a pas vraiment le temps. Non. Qu'est-ce que vous retenez maintenant à la retraite? Est-ce que vous continuez à être missionnaire maintenant à la retraite, là? Bien, on était famille d'accueil aussi par la suite, là. Bon, famille d'accueil pour des jeunes, là. Bon, mais disons que, missionnaire, disons que
je sais pas, j'essaie de l'être à ma façon, oui, mais de façon très modeste, là. Mais j'essaie d'aider ceux que je peux, oui. Et puis d'être un bon citoyen. Mesdames et messieurs, nous avions le plaisir de recevoir avec nous Louis-Philippe Pelletier, qui a travaillé toute sa vie en travail social. Bonne semaine.